Pacifique Ninina Azoué, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous estimez que la délégation gouvernementale burundaise a répondu à toutes les questions posées par les experts de l'ONU hier? Qu'est-ce que vous en avez pensé? D'abord, nous sommes réjouis que les membres du comité contre la torture ont posé des questions pertinentes, des questions qui rencontrent les préoccupations que nous avons en ce moment dans le contexte de violation des droits de l'homme au Burundi. Mais s'agissant des réponses qui ont été données de notre part, c'était choquant. Nous avons été choqués par un certain nombre de réponses, notamment lorsqu'on a posé la question de la confiance des Burundais dans le système judiciaire du Burundi. Le ministre ou le représentant du gouvernement a répondu que les Burundais n'ont pas de choix. C'était choquant d'entendre une telle chose. Il a dit, comme tous les autres pays du monde, nous avons des problèmes, notamment de corruption, mais les Burundais n'ont pas de choix et ils ont confiance. C'est anormal, une telle réponse. Ensuite, sur d'autres questions très précises, il donnait des réponses soit approximatives, soit évasives, soit incorrectes. Alors, selon l'ancien ministre burundais, les exactions perpétrées par les milices proches du pouvoir seraient même exagérées. Exagérées. Bon, il faut parler des cas. Nous avons, depuis un certain temps, tous les partis de l'opposition disent qu'ils ne peuvent plus se rendre dans les villages, sur les collines du Burundi, que les réunions sont interdites par ces jeunes Imbonerakure. Les jeunes Imbonerakure font parfois fonction de police. Ils arrêtent des gens, ils tabassent des journalistes. Et dans certains cas d'exécution extrajudiciaire, on a mentionné l'implication de ces jeunes dans l'arrestation des personnes dont on a trouvé par après les corps. Et tout récemment, on parlait aussi de leur entraînement militaire en République démocratique du Congo, tout comme un câble diplomatique des Nations Unies parlait d'une distribution d'armes à ces jeunes. Et jusqu'à ce moment, il n'y a aucune enquête sur ces allégations, des allégations aussi graves. Alors, ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, au Burundi, on tue, on assassine en toute impunité. Je donne un petit exemple. Le 7 septembre, 3 sœurs italiennes âgées de 80 ans qui venaient de séjourner dans notre région depuis 30 ans ont été décapitées. Et après ce meurtre, cet assassinat, on a juste présenté un jeune dont les voisins disent qu'il est un malade mental, un fou. On l'a amené en prison et on continue à nous raconter que cette personne a avoué son meurtre. Et imaginez, deux sœurs ont été tuées à 16 heures. Une troisième sœur a été tuée à 2 heures du matin alors que la résidence était encerclée par des policiers. On ne peut pas nous expliquer en ce moment comment ce fou ait pu arriver une deuxième fois alors que la résidence est encerclée par la police. Donc nous pensons que plutôt il y a une autre complicité des forces de l'ordre dans l'assassinat de ces sœurs et on demande une enquête indépendante et crédible. Ça, c'est un petit exemple de ce qui se passe dans plusieurs autres cas. Alors vous êtes à quelques mois d'une élection. Est-ce que vous craignez que la situation s'empire? Vous craignez une guerre civile? On le craint. On le crée. D'abord, c'est une élection très tendue. Nous avons un président qui vient de terminer ses 2 mandats en août prochain, mais qui veut avoir un 3e mandat, alors que la constitution du Burundi et l'accord d'Arusha de 2000 n'autorisaient plus à un président burundais de faire plus de 2 mandats à la tête du pays. 2, nous sommes dans un contexte où l'opposition n'a pas le droit de tenir des réunions, où la plupart des leaders de l'opposition ne peuvent pas rencontrer leurs militants. On leur répond qu'ils ne pourront rencontrer leurs militants que dans les 2 semaines qui précèdent l'élection. En plus, on dit que les gens qui ont des dossiers en justice ne pourront pas participer à cette élection. On est dans une situation où presque tous les leaders des principaux partis de l'opposition ont des dossiers en justice. Voilà une anomalie. Et dans cette situation, le gouvernement essaie de limiter drastiquement toutes les libertés publiques, la liberté de la presse avec une nouvelle loi qui a cassé le principe de protection des sources pour les journalistes, une loi sur les manifestations et les réunions publiques qui a fait que depuis janvier 2014, aucune manifestation n'a été possible au Burundi et on apprend qu'une autre loi sur la société civile est en cours et nous craignons que bientôt tout le verrouillage sera total et que les Burundais ne seront plus libres. Alors une dernière question parce qu'on arrive gentiment au terme de cette interview. Aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Burundi sorte de cette situation? Une des choses, d'abord, que le Burundi dépend
à plus de 50% de son budget de l'aide de la communauté internationale. Nous disons, que ce soit à la Suisse, aux autres, aux Nations Unies, nous disons à tous, cette aide que vous donnez, donnez en plus un message à ce gouvernement, dites-lui qu'il y a des choses qui sont inacceptables à son siècle. Il faut qu'on lui dise clairement ce genre de choses et qu'on les mette en garde et qu'on les mette devant leurs responsabilités. Nous attendons de ce comité que des recommandations précises et fortes soient formulées et qu'après, il y ait aussi un suivi de ces recommandations. Parce qu'il faut aussi le souligner, la plus grande faiblesse des mécanismes des Nations Unies, c'est qu'ils formulent parfois de bonnes recommandations, mais qu'après, il n'y a pas de suivi. Il est très important que ces recommandations soient suivies et après qu'elles soient mises en œuvre. Merci, Monsieur Ninina Zoué, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre témoignage. C'est moi qui vous remercie. Excellente soirée. Pareillement.